Tu m'entends? LCDG, podcast hors série. Ouais, là je crois que tu m'entends. On crée un hors-série qui s'appelle justement Ma Parole. Un nouveau concept. On va recevoir des gens qui nous donneront leur parole sur des sujets super forts et super sensibles. Je serai juste en immersion avec mes invités et on discutera tranquillement sur le monde qui nous entoure et la trace qu'on veut laisser, qu'on souhaite laisser. Chaque passage plutôt est important. Ma parole. Est-ce que tu jures de dire toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la première pour le podcast Ma Parole. On est ultra content. On reçoit un invité très important. D'ailleurs, il est à côté de moi. Mon nom ne s'écrit pas comme Daisy. Pour moi, faut juste le M, le O, D, A, pas besoin de mettre Daisy. Ma culture scripturale, non caricaturable. Que rien ne stoppe pas, même une merde préfecturale. On te met un doigt juste du bout de l'auriculaire. Rien de spectaculaire. On dit quoi? Moi j'ai des trucs dans mon baggy. Me prends pas pour Shaggy, juste moda. Petit comme le soda. Mon label, nom de code, Juice Recorder. Arrête tes bêtises, je nique pas seulement les métis. Le hip-hop français, seulement comme une guerre livrée en 13. Je débarque dans ce club, une grosse Rolex au poignet. Si les meufs en sont dingues, leurs mecs eux veulent me soigner. Chaque soir, comme chaque fois que la ville s'endort, un danger plane déploie ses ailes tel un condor. Racoleuses, michetonneuses sont venues pour voir ce drôle de mec, ce petit nec qui lâche de gros pourboires. S'exprime à l'aide de dictons, la classe de Louis Vuitton. Dehors, un vrai chaos, des rêves qui ne volent pas haut. Tu voulais voir, maintenant tu sais ce que c'est qu'être marié. Des projets taf de gosses, bref, une vie de salarié. Sorti de mon album, cette fois en roulant solo. Icône de mon blaze, brodé lui sur mon polo. J'entends ces rires sur fond de détresse. Ouais. Certains s'en vont tandis que d'autres restent. Et y a ces cris sur fond de détresse. On dit quoi? Comme une guerre livrée entre Est Ouest. La rue c'est comme j'entends ces rires sur fond de détresse. Comment tu vas? Bah écoute, ça va. Voilà, je le présente pas et je vais vous laisser découvrir qui il est. Il va se présenter tout seul. Vas-y, à toi. Merci Kevin déjà de m'avoir invité pour pouvoir un peu décrire une tranche d'histoire de la banlieue et du rap français, puisque c'est de ça qu'on va parler principalement. Effectivement, moi je fais très peu d'interviews et c'est le lien qui nous lie, qui est quasi familial, qui fait que je me suis déplacé. Et c'est aussi parce que tu as créé un podcast avec ta fratrie qui s'appelle Les Chroniques du Gouffre. Et que, outre le fait de dire c'est bien, j'adhère, etc., si on peut participer et amener une forme de contribution, on le fait. Donc voilà, ce sont les raisons pour lesquelles moi je suis là aujourd'hui, mais je n'aspire pas à une forme de notoriété et je trouve finalement l'anonymat très confortable. Donc c'est pour ça que je ne veux pas spécialement être filmé. Mais on va partager effectivement cette tranche de vie que moi j'ai pu vivre sans faire d'accroche-langue. Et donc moi je m'appelle Moda. Pour faire une synthèse dans le rap français, je suis membre fondateur de Ministère Amer, puis ensuite membre fondateur de Moda et Dan. Et à la fin, avant d'arrêter, j'ai été membre fondateur de Disque Dur, qui est un collectif avec Danny Dan des Sages-Faux, et avec qui on a fait des choses. Voilà. Donc moi j'arrive de Sarcelles. C'est là où... en quelle année t'arrives à Sarcelles? Quand j'arrive en 1979, j'arrive à Sarcelles et on est dans une époque qui est antérieure et bien antérieure au rap, puisque le rap arrive en 85. Donc j'arrive dans un environnement où ce qui prédomine, c'est, pour parler musique, c'est le rock. Et dans un environnement afro, puisque Sarcelles reste en Île-de-France, Sarcelles-Garges, reste la communauté afro à l'époque, et je crois aujourd'hui, la plus importante de cette région, en tout cas de l'Île-de-France. Et donc j'arrive dans une ambiance où au niveau ethnique, c'est très, très afro, même si c'est aussi très hétérogène, parce que contrairement à ce qu'on trouve aujourd'hui dans les grands ensembles urbains, fin des années 70, les immeubles d'habitation, moi j'étais dans un immeuble de 10 étages, on trouvait
la dominante, c'était une communauté occidentale, française. Ensuite venait ex aequo peut-être, mais à Sarcelles, c'était plus la communauté noire qui arrivait en deuxième, une communauté maghrébine, et il y avait aussi après une communauté asiatique, puisque à cette fin d'année, hein, on avait des conflits qui se jouaient en Asie. La France, qui est une terre d'Asie, pas qu'on en dise maintenant, avait rapatrié beaucoup de Vietnamiens, et beaucoup de Vietnamiens donc étaient arrivés sur Sarcelles. On n'avait pas encore d'Indiens, mais à l'époque, fin des années 70, c'était ce paysage-là. Et donc, pour reprendre la musique, on arrive dans un milieu ethnique afro, moi c'est celui dans lequel je baigne, mais où tout le monde a une forte dominance. Alors quand je dis afro, c'est aussi bien Afrique noire que Afrique maghrébine. Et je me retrouve avec des gens qui en fait sont tous des fans de rockabilly. Ils écoutent Bill Haley, comment dirais-je, Elvis Presley. Ils écoutent aussi, tous les Fats Domino, tous les chanteurs de l'époque. Donc ça va être la génération, pour avoir un visu, ça va être la génération qu'on a connue plus tard après dans le rap, qui s'appelle, les deux acteurs, Johnny God et Stroyman. Je pense à eux direct. Voilà, eux, c'est ce qui se répand le plus. Il n'y a pas le rap, et c'est le rock qui domine. Pour donner aussi un large spectre de cette époque, parce que aujourd'hui, c'est vrai que tout ça fait vieillot et on a du mal à imaginer. Moi, j'arrive du Sénégal, comme je le disais tout à l'heure. Donc toi, attends, que je reprenne bien, t'es arrivé en 79. Moi, je me rends compte que je suis arrivé avant toi, en fait. Moi, je suis arrivé à Sarcelles en... 76, je crois. J'avais 2 ans quand je suis arrivé. Mais je t'ai précédé. Parce que moi, je nais à Paris 15e en 70. T'es né à Paris 15e? Ouais, et je pars au Sénégal et j'ai Je suis né à Paris 15e aussi. Bah, tu vois. C'est dingue, ça. Et je pense qu'il n'y avait pas d'hôpital à Sarcelles. Mais oui. Et donc, je pars au Sénégal à l'âge de 1 mois, je reviens, j'ai 9 ans. Voilà. Donc toi, t'as fait en fait Paris. Tout à fait. Sénégal après. À Paris, Sénégal, et après, on revient, on est à Sarcelles. Et comment t'es, toi, en tant que... t'as 9 ans. Comment tu vois Sarcelles, le paysage par rapport au Sénégal, tout ça? J'ai 9 ans, j'arrive au début, je suis pas à Sarcelles, je suis à Bobigny, hébergé chez de la famille, le temps d'avoir un appartement. Et ça prend 2 mois, je reste à Bobigny. Et Bobigny, c'est beaucoup moins afro au niveau numéraire. Les gens qui peuplent la ville. Il y a un malaise. Parce que du coup, moi, j'arrive du Sénégal avec des yeux d'enfant et ça compte. On a un environnement ethnique et puis on est extrait de cet environnement ethnique et on est mis dans un autre environnement. Donc du jour au lendemain comme ça, puisqu'il y a juste à prendre l'avion pour se retrouver dans notre environnement. Chez des adultes, on arrive à prévoir ça. Chez des enfants, c'est un peu plus compliqué. Donc j'arrive à Bobigny, je suis étonné, je me dis il y a un temps d'adaptation qu'il va falloir que j'ai, etc. Et 2 mois plus tard, on arrive à Sarcelles. Et là, quand j'arrive à Sarcelles, je m'imprègne un peu plus puisque je retrouve, même si on est en France, je retrouve un peu l'environnement ethnique que j'avais laissé 2 ou 3 mois auparavant, à savoir au Sénégal. Mais Sarcelles, c'est pas le Sénégal et Sarcelles, c'est pas l'Afrique. Donc il y a un décalage aussi qui va se jouer. Il y a beaucoup de communautés. Au Sénégal, on trouve que des Sénégalais. Sarcelles, on trouve des Haïtiens, des Congolais, des Aïrois, des Sénégalais, que sais-je, des Ivoiriens, des Guadeloupéens, Martiniquais, etc. Et donc, il va falloir composer avec tout ça. Et je le répète à cette époque-là, parce que mes yeux ne voient que les gens qui me ressemblent, mais à cette époque-là, Sarcelles, c'est beaucoup. On est mixé, c'est très mixé. C'est après que des gens vont prendre des parcours, des tangentes différentes, qu'on va se retrouver dans un schéma un peu plus comme ce qu'on retrouve aujourd'hui. C'est longtemps après. Ça va être à la fin des années 80 qu'on va voir qu'effectivement, il va y avoir ce côté un peu ostracisé, un peu... voilà. Mais au départ, oui, c'est très mélangé. Parce que quand nous, on arrive sur l'avenue en 76, ma mère me dit que on doit être sur toute l'avenue, la seule famille de Noirs avec une autre famille qui était en face. Et c'était tout, en fait. Et le reste, en fait, comme tu dis, c'était pas très mélangé. Il y avait que des Caucasiens.
pratiquement. Et donc tous mes potes, c'était que des caucasiens, et j'avais juste mon pote, le Renoir d'en face. Tout à fait. Et puis, je sais pas à quel moment, je suis trop petit, moi. Je sais pas à quel moment, d'un coup, comme tu dis, hop, à droite, à gauche, j'ai des maghrébins, des trucs. Et en fait, les communautés se resserrent et tu traînes plus avec les gens qui te ressemblent, en fait. Tout à Alors fait. qu'en fait, on était tous mélangés. On était tous mélangés. Ouais. Bah, à la fin, alors au départ, c'est un choix de fréquenter des gens qui nous ressemblent, mais 10 ans après, c'est plus un choix, c'est c'est l'unique choix qu'il y a, puisque en fait, il y a un départ, il y a un départ massif. Alors pendant ces 10 ans, ce qui se passe, c'est que il y a un afflux continu de population qui arrivent. Les Vietnamiens dont je parlais tout à l'heure, en fait, parce que la France, on l'apprendra plus tard, c'est un pays qui avait des vues, comme beaucoup de pays en Europe, qui avait une dimension impérialiste, c'est-à-dire que c'est un pays qui colonisait et qui avait vocation à s'étendre dans le monde en ayant des territoires et des départements. Et donc, les Vietnamiens dont on parle ne sont ni plus ni moins que des Indochinois, l'Indochine. Donc, il y a eu la guerre d'Indochine. Et à la suite de la guerre d'Indochine, on va avoir toute cette population asiatique qui va venir. Et donc, comme on est dans une période qui est 10 ans après les années 60, et les années 60, ça va correspondre à la tranche des conflits mondiaux qu'il va y avoir pour tous les pays qui étaient sous colonisation française, et l'Indochine donc va se libérer, etc. L'Afrique du Nord, les pays d'Afrique noire, etc. Et on va avoir dans chaque pays qui a été colonisé par la France des gens qui étaient pour l'indépendance et des gens qui étaient partisans de la France. Et c'est ces gens qui étaient partisans de la France, je schématise, c'est pas tout le temps le cas de tout le monde, mais dans la plus grosse partie, c'est ça. C'est ces gens qui étaient partisans de la France qui vont connaître des difficultés dans leur pays d'origine, et même si ces pays d'origine, encore une fois, c'est la France, puisqu'ils étaient colonisés. Des fois, ils sont nés sous la colonisation française. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens qui sont nés français à l'étranger, en dehors de la frontière, des frontières françaises, et qui aspiraient à l'être. Et puis, il y en a d'autres qui n'aspiraient à ne plus l'être. Lorsque la France s'en va, il y a un conflit, on va dire, civil, entre les gens du pays qui étaient partisans de la France et ceux qui ne l'étaient pas. Et du coup, la France rapatrie ceux qui étaient partisans de sa présence dans ces pays-là. Et c'est comme ça que beaucoup de gens arrivent. Et pendant 10 ans, c'est ce qui arrive. Et donc, de ce fait, puisqu'il y a beaucoup de gens et que ces gens, en général, veulent rejoindre aussi, ça c'est un effet, on va dire, purement humain. Un Européen, quand il va à l'étranger, s'il voit un autre Européen, il veut s'en rapprocher, des non-Européens, quand ils arrivent d'un pays européen, s'ils voient d'autres non-Européens, ils veulent s'en rapprocher. Et donc, c'est ce qui fait que tous les gens s'agglutinent comme ça autour de cette ville qui est Gare-Sarcelles, qui était déjà un tout petit noyau, qui était à l'état embryonnaire, mais qui était ce qu'il y avait de plus abouti dans l'association de communautés non européennes. Voilà, en gros, c'est ça. On est dans cet environnement-là. Et donc, je disais tout à l'heure que j'étais membre fondateur de Ministère Amer. Le Ministère Amer n'arrive pas à Sarcelles parce que nous l'avons choisi. Moi, c'est plus tard que je le comprendrai et c'est ma vision des choses. Je dis pas que c'est la vision de tout le monde, mais dans mon analyse, ça n'arrive pas là comme ça. Ça arrive là parce que c'est l'aboutissement d'une histoire, aussi courte soit-elle, culturelle, d'une histoire géoculturelle qui fait, et après je l'apprendrai par des interviews des uns et des autres, que tout le monde a eu un peu la même histoire. Moi, j'arrive en 76, moi, j'arrive en 79, moi, j'arrive en 77. En fait, c'est que des gens qui arrivent. Et si Ministère Amer éclot fin des années 80 à Sarcelles, avec filigrane qu'on lui connaît, c'est parce qu'il y a un vécu derrière. Il y a un vécu, il y a un parcours, il y a une histoire, aussi jeune soit-elle. Le discours, tu penses que tout ce qu'il y a avant, ça amène le discours que vous avez quand vous sortez le traître et tout ça? Tout à fait. La prise de conscience, déjà, à l'époque, elle est déjà, on va dire, précoce, incomprise. Vous aviez quel âge, d'ailleurs? Incomprise. On arrivait à la majorité, mais Ministère Amer, ça commence par une association qui se crée et qui s'appelle AMER. Alors, AMER, ça veut dire Action, Musique et Rap. Je disais hors micro tout à l'heure, en refouillant dans les archives de ma mémoire, nous sommes des jeunes
qui allons à l'école, qui tenons à réussir dans les études, etc. Et de temps à autre, on a des loisirs, comme tout un chacun. Nous allons faire du sport et nous faisons aussi, au moment où la musique hip-hop arrive en France, nous commençons par la danse et nous faisons aussi du rap. Si t'as la foi, oui tu verras, tu prendras le dessus. Mec, tu violes, tu voles, tu teases. Nous faisons du rap et quand on fait du rap, pour se structurer culturellement, nous avons affaire à un animateur à l'époque qui était d'origine marocaine ou algérienne, je sais plus, il s'appelait Hamid, que je salue si il entend un jour ce podcast. Hamid, si tu nous entends. Ouais. Et donc, Hamid nous dit, écoutez, est-ce que ça vous intéresse de pouvoir financer vos activités culturelles, qu'elles soient d'ordre de musique ou plus, d'avoir un financement de l'État. L'État finance ce qu'on appelle des associations. Donc, nous entendons parler du principe de l'association loi 1901. On est en 85-86. C'est super tôt quand même. Ouais. Waouh. Donc, il nous prend sous son aile, et c'est pour ça que je voulais le saluer. Ouais. Il nous dit, il faut savoir que l'État déploie 3 milliards à l'époque de francs français, il n'y avait pas d'euros, pour les associations. Et vous y avez tout à fait droit. Ça va vous donner la possibilité d'avoir donc une association, un compte bancaire attaché à l'association, avec des sous, des subventions qui tombent, pour pouvoir acheter du matériel pour faire votre musique, louer des salles pour pouvoir vous entraîner à danser ou faire ce que vous voulez. Donc nous, on trouve ça très bien. Et au départ, donc l'association s'appelle Action, Musique et Rap. Et l'acronyme veut que ça donne AMER, donc Action, Musique et Rap. AMER, tiens, ça nous amuse. Ça va moins nous amuser quand quelques semaines plus tard, et là on assiste à la genèse en fait d'une prise de conscience, parce que les choses s'imbriquent les unes aux autres. Nous recevons, moi je suis le président de l'association à l'époque, et le siège de l'association est à mon domicile, et je reçois 3 mois après un courrier des renseignements généraux, les RG, qui n'existent plus maintenant, un courrier de renseignements généraux qui me disent qu'ils veulent convoquer l'association pour pouvoir savoir de quoi il en retourne. Parce qu'une association se déclare à la préfecture, etc. Et donc on dit voilà, on déclare les statuts en expliquant qu'on veut faire de la musique, etc., etc. Mais aujourd'hui, ça peut paraître anodin et ça déclencherait aucune enquête. Mais à l'époque, c'est tellement rare de voir un groupe de jeunes noirs qui arrivent avec des papiers dans une préfecture, ça semble bizarre, mais c'est la réalité, qui arrivent dans une préfecture et qui présentent des papiers, des statuts en disant nous voulons nous fédérer et former une association. Donc tu penses que c'est pour ça que les renseignements généraux vous écrivent? Parce que vous êtes des jeunes noirs et que vous formez une association, ça paraît suspect, c'est ça que tu veux dire? Mais pourquoi d'autre? Franchement, c'est fou. On décide. Alors, à moins ce qui s'intéresse au côté scriptural des choses, et le rap était naissant. Il y avait. Mais tout ça, moi, je le comprends. Hein. C'est. Mais à l'époque, vous le prenez comment? Si tu t'en rappelles un peu. C'était léger ou tu te dis à l'époque, on est plutôt inquiet. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes un groupe de jeunes plutôt studieux, qui avons des bons résultats à l'école. Nous sommes tous pratiquement bacheliers. On le deviendra plus tard. On n'a jamais eu... notre première approche avec la police, c'est les renseignements généraux. C'est une approche qui est un peu compliquée. Mais c'est violent comme approche. Moi, je reçois cette lettre, je l'emmène à l'animateur pour lui dire j'ai reçu ça, parce que moi, je comprends même pas trop de quoi il est question. L'animateur me dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, il nous aide à écrire une lettre pour dire votre courrier ne décrivait pas, ne détaillait pas assez les raisons de la convocation. Pouvons-nous savoir qu'est-ce qui motive cette convocation? Évidemment, à cette époque, c'est pas nous qui pouvons écrire ce genre de courrier. L'animateur nous l'écrit, on l'envoie. Et ils disent non, c'est rien, c'est juste pour une prise de contact. Si vous voulez, nous viendrons à vous. Pas de problème. De toute façon, est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix. Venez à nous alors. Alors le siège de l'association était à mon domicile. Donc moi, je vois arriver 2 jeunes qui sont en tenue décontractée, jeans, un teddy, des baskets, et qui viennent avec une espèce de carnet et qui nous posent tout un tas de questions. Pourquoi l'association, qui vous aide, où est-ce que vous voulez aller? C'était les RG en fait, c'est ça? Et c'était renseignements généraux. Donc on leur répond et on n'a plus de nouvelles. Par contre, ce simple épisode va changer toute la teneur de nos textes et toute l'idéologie. D'accord.
Donc c'est ça le moment clé, on va dire. D'accord. En tout cas, moi, c'est là que je vois un virage. Parce qu'on s'essayait à des courants scripturaux où on écrivait des rimes ci et là. C'était pas encore tout à fait abouti. Par contre, après cette visite, on a su que c'était dans cette voie-là qu'on voulait aller. Une voie qui était certes culturelle, mais qui était aussi un tant soit peu politisée. Donc on voulait savoir pourquoi. Alors évidemment, moi j'ai jamais été dans la peau de quelqu'un d'autre qu'un noir. Peut-être que quand un jeune blanc ouvrait une association, on venait aussi enquêter. Mais enfin moi ça m'intéressait pas. Moi ce qui m'intéressait c'était l'histoire que j'avais vécue. Et donc à partir de là, on prend un courant qui va nous être reproché plus tard dans le rap français parce que incompris, mais peut-être parce que eux ils n'ont pas eu la même histoire aussi que nous. Ils sont restés à l'époque, les groupes contemporains qu'on avait de notre époque, ils sont restés un peu dans leur bulle d'enfant. Alors que nous étions dans cette bulle, on n'était pas mieux qu'eux, mais on en a été sortis par cette institution que j'évoquais. Dès le départ, ouais, voilà. Mais c'est une histoire, c'est comme ça que c'est un concours de circonstances c'est toujours des concours de circonstances qui font dans la vie qu'on aboutit à quelque chose de précis. Et tout ça vous a amené à Traître. Il y a eu un long cheminement avant. Voilà, il n'y a pas un long cheminement, mais il y a un cheminement quand même. Puisqu'on commence, entre guillemets, moi j'ai des mots un peu imagés, on perd notre puberté intellectuelle. C'est ça, on perd notre puberté intellectuelle. On est 17 ans convoqués par les RG alors qu'on n'avait jamais eu d'histoire même avec même par un agent de la circulation parce qu'on a décidé de se structurer pour faire de la musique. Bon, ok, très bien. Donc à partir de là, on commence à ouvrir nos yeux et on a une sensibilité plus accrue que nos camarades contemporains qui font la même chose à l'époque. Et donc effectivement, lorsque nos droits ne sont pas respectés, on y est beaucoup plus attentif et on en parle tout de suite dans nos textes. Lorsque on croise aussi, puisque c'était l'époque qui voulait ça, il y avait ce fameux mot qui revient maintenant beaucoup à la mode et qui parle d'intégration, d'assimilation, etc. Mais l'époque voulait que si on était amené à faire des bêtises ou soupçonné d'avoir fait des bêtises, lorsque nous avions affaire à deux policiers, dont un qui était de type caucasien et l'autre qui ne l'était pas, et celui qui ne l'était pas nous s'affublait toujours alors qu'on était présumé innocent comme la loi le permettait, mais le prévoyait en tout cas, nous disait voilà, vous voyez, ils ont dit qu'il y avait un noir avec des lunettes qui a fait une bêtise et qui avait un t-shirt blanc, et toi tu as des lunettes et tu as un t-shirt blanc, et donc voilà, c'est toi. Et donc maintenant tu te tais parce que à cause de toi, voilà l'image qu'on va avoir des noirs. Bon voilà, donc Traître, c'était de ça que ça parlait. Ça parlait du fait qu'on puisse, lorsqu'on avait fait une bêtise ou qu'on avait été soupçonné de la faire, qu'on puisse avoir déjà un arsenal répressif sur le dos, mais en plus de ça, on avait aussi cette espèce d'excès ou de complexe d'assimilation que vivaient des personnes qui avaient autorité sur nous, et des fois autorité tout simplement par leur statut professionnel, et qui nous faisaient vivre cette autorité. Et c'est comme, même en dehors de ça, je veux dire, à l'école, moi, j'ai eu très peu de professeurs noirs, mais chaque fois que j'ai eu un professeur noir, il m'a dit « Je serai plus dur avec vous parce que je veux que vous réussissiez. » Mais pourquoi être plus dur? Sois juste plus pédagogique, c'est super. Moi, j'ai pas besoin de... Alors, je pouvais pas dire ça à l'époque, j'avais pas encore assez de vocabulaire et de répartie intellectuelle pour le faire, mais pourquoi plus dur? Je serais plus dur. Mais bon, je pense que c'était pas... Que ce soit les flics ou que ce soit les professeurs, etc., c'était pas... Je pense que c'était pas, au départ, un mauvais sentiment. C'est simplement que d'un côté, les flics, ils voulaient pas nous voir dans des histoires, les flics noirs voulaient pas nous voir dans des histoires un peu dégradantes et pas spécialement favorables pour notre futur. Et les profs aussi, mais c'était la façon de l'emmener parce que eux-mêmes subissaient aussi sans doute une pression de leur côté. Ouais, je pense aussi. Voilà. Et maintenant, comment on arrive à Traître maintenant Alors Traître, c'est parce qu'on les affublait de ce qualificatif de traître, mais je dois reconnaître qu'il n'est pas, que en tout cas moi ma vision a changé sur ce concept et qu'il n'est pas forcément judicieux ou pertinent d'appeler cette catégorie de personnes traîtres, puisque les points communs ethniques, mais ça à 15-17 ans, on ne peut pas le comprendre, ne justifient pas et ne suffisent pas à ce que tout vous soit acquis ou tout vous soit donné. En gros, pour faire simple, c'est pas parce que quelqu'un a une composante commune ethnique avec toi que tu dois attendre de cette personne qu'elle ne te trahisse pas ou qu'elle ne soit pas un être humain, quoi, en fait.
elle peut t'emmener des bons côtés. Alors quand elle t'emmène des bons côtés, tu dis oui, c'est mon frère. Et quand elle te trahit, tu dis ah, c'est un sale traître. Non, c'est dans ce cas-là, tous les gens qui trahissent sont des traîtres. Mais il n'y a pas plus de traîtres chez quelqu'un qui te ressemble qu'ailleurs. Ah, donc toi, tu penses qu'à l'époque, vous faisiez cet amalgame-là, peut-être? C'était cet amalgame qui était fait. On disait qu'effectivement, les dirigeants des pays africains étaient des traîtres parce qu'ils étaient animés par des intentions qui n'étaient pas bonnes pour nous, alors qu'en fait, ils étaient animés par l'appât du gain. Oui. C'était l'argent, hein, c'était c'est pas autre chose. Comme tout être humain, tu peux avoir toutes les couleurs que tu veux, même arc-en-ciel, l'oseille, c'est l'oseille. Hein. L'argent reste l'argent. Et puis d'une manière générale, moi j'ai eu donc cette époque de ma vie où j'ai été imprégné peut-être à la recherche en termes de protection d'une fibre communautaire. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, alors ça fait vieux jeu et ringard, mais en tout cas c'est l'aboutissement auquel j'arrive à l'âge que j'ai. Et après quand même un demi-siècle passé sur cette bonne vieille terre, et j'en remercie Dieu pour ça, je supporte bizarrement pas trop que quelqu'un que je vois pour la première fois m'appelle frère. Moi, mes frères et sœurs, en fait, ils sont au niveau de l'état civil, ils sont connus. Je les connais et mes parents m'ont dit qui c'était. Et le reste, c'est pas des frères et sœurs. Je m'en explique. Moi, mon père, paix à son âme, me disait déjà à l'époque, et je trouvais que c'était vieux jeu, mais il me le disait à l'époque quand il y a eu ministère amer, etc. Il me disait. En fait, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que le côté idéologique que tu développes dans ta musique et le fait de dire frère, en fait, frère, c'est un non-sens. Comme je discutais avec mon père quand même, je lui disais, mais un non-sens, pourquoi? Et il me disait, parce que pour que ça puisse marcher, ce concept, alors moi j'étais totalement fermé. Hein. L'analyse et la voix va ressortir plus tard. Et comme bien souvent, quand on est jeune, on a des écoutilles, on ne veut rien entendre, mais avec la maturité, on se met à réfléchir. Il me dit, donc c'est un non-sens qui va vous conduire à un moment ou à un autre à l'anarchie, parce qu'il n'y a pas la notion de qui est grand frère et petit frère. Alors, et il faut savoir que dans une communauté, pour que ça puisse marcher, il faut un ordre établi, dans le bon sens du terme, et en tout cas une hiérarchie. À partir du moment où vous êtes tous frères, sans savoir en fait qui est le grand frère, de qui on apprend et vers qui on a des responsabilités, parce que qui est en dessous de nous, ça aura aucun sens. Et aujourd'hui, on le voit très bien, En fait, aujourd'hui, moi, je me rends compte que les communautés au niveau étatique, hein, c'est-à-dire au niveau des pays, où il y a le moins de problèmes, ce sont celles qui s'appellent déjà pas frères. Les communautés les plus unies en Europe, aucun Européen ne s'appelle frère. Pourtant, l'Union européenne est beaucoup plus forte dans sa construction et dans son idéologie que l'Union africaine. Mais on est tous frères. On se dit tous frères. Alors, sur un plan religieux du terme, peut-être. Sur un plan... mais en Afrique, effectivement, tu as raison, on se dit tous frères, mais il n'y a jamais eu autant de conflits sur le continent que depuis qu'on s'appelle frère. Aujourd'hui, il n'y a pas un continent, de ce que je sais, parce que je ne sais pas tout, qui soit aussi perméable à la déstabilisation. Et j'entends par là le fait que quelqu'un, un tiers, arrive de l'étranger, puisse arriver et s'allier. Je prends un exemple tout simple. Tu prends n'importe quel pays en Afrique qui a élu son président démocratiquement. Demain, tu as une poignée de mercenaires qui viennent de je ne sais où dans le monde et qui décident de déstabiliser le pays. Il trouvera ô combien d'acolytes qui sont natifs du pays et qui l'aideront à déstabiliser le pays. Pourtant, ces acolytes disent que celui qui est au pouvoir est un de leurs frères au niveau ethnique du terme. Donc, ça n'a effectivement... Alors, ils disent que c'est un de leurs frères, et c'est là que je rejoins l'analyse que me faisait mon père, paix à son âme, c'est qu'ils disent que c'est un de leurs frères, mais ils ne le reconnaissent pas comme un frère, un grand frère au niveau intellectuel du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui a peut-être fait des études, qui est passé par un suffrage universel, qui s'est fait élire. Ils se verraient bien, en gros, à leur place. Et donc, c'est ce qui crée les conflits permanents. Je parle de l'Afrique, mais c'est la même chose qu'on va voir en Haïti. C'est la même chose qu'on va voir... Je dis Haïti parce que dans la Caraïbe, on va dire c'est le seul État indépendant. Bon, peut-être il y a la Jamaïque aussi, où les choses vont pas très bien. La Dominique, pareil. En fait, partout,
Et puis après, plus tard, on verra des microcosmes. Ça va être aux États-Unis, dans des quartiers où ils s'appellent tous frères, mais ils se segmentent tous en gangs qui s'entretuent. Effectivement, j'ai eu à aller aux États-Unis. C'est du bro par-ci, bro par-là, mais Même principe. comme ils le disent et ils aiment à le dire, mais sache que finalement, même si t'es mon big bro, toi t'es mon petit frère, n'oublie jamais, et ça c'est un dicton américain, que c'est Smith et Wesson qui nous mettra tous égaux. Donc non, ça c'est un dicton que j'ai entendu aux États-Unis. Smith et Wesson nous mettra tous égaux, t'inquiète pas. Et donc ça explique aussi la culture américaine ou afro-américaine, qui est une culture américaine, quoi. Parce qu'on dit afro-américaine, mais en fait ils ont une mentalité très américaine. Et donc voilà. Bon, après on peut partir sur différentes choses, mais bon voilà, pour revenir sur Ministère Amer et revenir sur l'idée d'avoir affublé le qualificatif de traître. Certains traîtres, moi je tiens à dire après des années que un traître, ça existe, c'est quelqu'un qui est coupable de trahison. Quelqu'un qui vous trahit, c'est un traître, et quel qu'il soit. Moi, aujourd'hui, quand je suis amené à aller en Afrique ou ailleurs dans le monde, où je croise des gens qui partagent la même couleur ethnique, culturelle que moi, je vois un individu d'abord, ce qui me préserve de toute trahison ou méfait qui pourrait subvenir. Mais il n'y a plus comme avant, comme on faisait avant, on ouvre les portes parce que voilà, La même couleur de peau. On a la même couleur de peau, voilà. Et comment tu traverses maintenant, toi parce que Traître, c'est quelle année? 90, 91? C'est 89. C'est sorti le 15 mai 1989. D'accord. Comment tu traverses après, toi, la décennie qui arrive? Avec ce bagage-là, parce que vous êtes jeune, mais le titre que vous avez, il est extrêmement fort. Il résonne dans toutes les banlieues, voire dans toute la France même. Nous, on sait qu'on se le prend en pleine poire. On est tous là, on court tous dans le clip, ça tourne dans tout ça, et tout. Mais en vrai, on n'a pas conscience de l'impact du titre. Les gens qui arrivent, moi c'est la première fois que je vois des caméras qui arrivent, tout ça, on essaie tous de mettre sa tête dans la caméra et tout. C'est comme un petit jeu. Mais on ne sait pas qu'il y a une espèce de transition qui se fait, en tout cas c'est maintenant que je le ressens comme ça, une transition qui se fait entre, comme tu dis, la population qui est en train de changer, en plus à Sarcelles, le ministère Amer qui se crée, le traître qui arrive. Après, pour toi, dans cette expérience-là, dans donc la décennie qui arrive, 90-2000, le ministère Amer, c'est très très court pour toi, en vrai. Parce que tu passes rapidement, parce que là tu parles de recul, mais peut-être que tu avais déjà les prémices de cet état d'esprit que tu as maintenant, déjà en 90, puisque comme l'aventure se fait courte, toi, tu passes rapidement. Après, moi, c'est la vision que j'ai de l'extérieur. Tu passes rapidement, j'ai l'impression que tu passes rapidement à autre chose. Les négrophiles de l'avenir, comme d'une balle qu'on voit venir. Trop dingue lorsqu'on se projette dans un milieu qui nous rejette. Fait de maisons de scud qui végètent, tous les dés jouent aux fléchettes. Se prennent pour des matus, vu grosse merde sortie d'un cavu. Ferme ta gueule, car ici y a pas de mais. Plus qu'un repas, mon rap un vrai mais. Mon mic, fils, mon bras armé. Donc trempe comme de la gélatine. Si jamais t'as mangé ma thune, pourquoi mes gaz vont sécher? Eux qui rêvaient des Seychelles, rien n'est de tout repos. Y'a des schlags qui virent ses repos. La mort est souvent si prétendue que d'autres ne pensent qu'à chiffrer. Jamais dire jamais, même quand y a rien à damer. Dites-moi donc qu'est-ce la galère si ce n'est que ramer. Y a des gens qui ne cessent de canner, des choses qui sont programmées, des faits qui ne cessent de c'est tout à fait ça. Et donc comme tout s'imbrique et tout se tient, il faut dire ce qu'il y a. Et si les personnes sont honnêtes et ne sont pas touchées par de l'amnésie, elles sauront que déjà à l'époque, j'étais affranchi de, on va dire, tout besoin de leadership. J'avais pas besoin qu'on me lead. J'avais besoin de gens qui avaient mon âge, avec qui on pouvait avancer. J'avais besoin d'échanges, de discuter. Et donc moi, j'étais déjà un peu plus âgé que Stomy et Passy. Stomy a un grand frère qui était plus âgé que moi. Mais Passy a plusieurs grands frères, dont un de ses grands frères qui a mon âge, donc c'est pas la même génération, quoi. Voilà, on était. Alors, je dirais pas qu'on n'est pas de la même génération, parce que quand on dit qu'on n'est pas de la même génération, ça veut dire une génération, c'est quoi? C'est quand quelqu'un est assez espacé de toi pour pouvoir. Parce que là, même quand on dit les frères et tout, grands frères et tout, mais une génération, c'est quoi? C'est quand quelqu'un est assez espacé de toi pour avoir un enfant de ton âge. C'est ça une génération. Ah oui. Là, on dit qu'il y a une génération qui s'est faite. Donc, les grands-parents, c'est une génération, les parents, c'est une génération. Et nous sommes une génération.
moi, on était espacé de peut-être 3-4 années, je ne sais pas à quel âge il a exactement. Mais ce qu'il en est, c'est que moi, j'avais pas ma particularité, parce que très peu de gens, en fait, savent pourquoi je suis parti de Ministère Amer. Beaucoup de gens, y compris les acolytes, donnent des raisons diverses et variées en disant il voulait faire son truc, il voulait ci, il voulait ça, il voulait ça. Il faut savoir qu'à l'époque, le disque sort, j'ai 19 ans. Je n'ai pas connu que la France, donc j'ai connu en grande partie le Sénégal. Là aussi, j'aime pas dire l'Afrique, c'est un continent qui est vaste, mais j'ai connu le Sénégal. Je vais connaître la France, je vais connaître les Antilles. Je vais avoir différents courants de pensée. J'ai des gens autour de moi de type qui ont déjà une idéologie. Et je pense à Grand Jacques, je pense à Bébert, enfin ceux qu'on appelait les Black Panthers, qui étaient le service de sécurité qu'on rencontrait souvent lors des nuits parisiennes. Et tous ces gens-là, quand ils entendent le Ministère Amer, etc., et qu'on a nos premiers textes, ils nous approchent en coulisses. Et puis on échange, on discute, on partage nos idées. Déjà à l'époque, j'ai déjà l'âge de passer le bac, donc je suis déjà assez mature pour pouvoir échanger et apprendre surtout. Mais en tout cas, j'échange avec eux. Et au moment où j'échange avec eux, plus ça va et plus je m'affranchis. C'est-à-dire que moi, j'appartiens pas à un gang, à un groupe, et je pars quand je veux, où je veux. Je suis ni recherché par la PAF, police de l'air et des frontières. Je vais où je veux, quand bon me semble. D'autant plus que je prends conscience que j'ai une histoire où on a souvent été, entre guillemets, et même sans les guillemets, captifs des autres. Et je n'entends pas être captif de qui que ce soit. Et c'est cette liberté, peut-être, qui a été incomprise. Donc, incomprise déjà sur un plan intellectuel, culturel et après physique. Artistique aussi ou pas? Alors, quand je disais culturel, c'était artistique. Et donc, je suis amené à orienter la direction que je veux prendre, ou en tout cas à donner mon avis. Tout le monde sait à l'époque que je donne mon avis, quoi. Les gens disent oui, il était le leader, Moda était... Non, j'étais pas leader, j'étais quelqu'un qui donnait mon avis. Si j'estimais que telle chose n'était pas bien, on partait pas dans cette direction-là. Et si j'estimais que... En tout cas, moi, je m'y associais pas. Je force personne, mais je m'y associais pas, moi. Et donc, quand on est comme ça, on a des fois des obstacles qu'on rencontre. Donc, paix à son âme. Le producteur de l'époque, Mariano Beuve, nous rentrons en studio. Lui, il a une vision, et je peux la respecter, mais c'était pas la mienne. Il avait une vision très clanique des choses. Et donc, en studio, on va rencontrer comme ça il veut donner une direction artistique, etc. Et donc, c'est pour toutes ces choses. Et aussi, il faut le dire, pour peut-être aussi, à l'époque, un peu trop d'ego et certainement un manque de maturité qui consiste à prendre des décisions un peu trop spontanées et pas assez réfléchies. Je dis, écoute, il me dit, il y a deux phrases fortes qui arrivent. Je lui dis, écoute, c'est moi qui ai écrit le texte, ça sera comme ça, c'est moi qui le rappe, c'est moi qui déposerai mon nom en tant qu'auteur, je ne modifierai pas telle phrase. Et ça part sur un truc tout bête. Et il me dit, non, mais ici c'est moi qui paye le studio. Et cette dimension, c'est vrai que je l'avais pas à l'époque, qui paye le studio, la direction artistique, etc. Et moi, je commence à en avoir marre, c'est ça ou rien. Et moi, de lui dire, ça sera rien. Il me dit, ah bon, écoute, moi je te retiens pas. Je dis, encore heureux, parce que moi je m'en vais. Et voilà, et je pars comme ça. D'accord. Et je pars comme ça. Tout ce qui a été bricolé autour, c'est du fake. Je pars comme ça. Alors, je sais pas si c'est un malentendu, peut-être probablement un malentendu, mais surtout une différence d'opinion de deux personnes qui sont toutes deux égocentriques, parce qu'effectivement il m'a pas retenu, moi aussi j'ai pas voulu revenir quand on m'a rappelé, et je pars. Je dis je pars, et de toutes les façons je pars parce que je suffoque aussi artistiquement. Je me sens bloqué dans des codes. Moi je suis quelqu'un qui lisait et qui lit toujours. Quelqu'un qui échangeait. J'ai parlé des Black Panthers, mais moi j'ai fréquenté des gens qui étaient même des poètes qui venaient me chercher chez moi le samedi, qui me disaient tiens, viens, je t'offre un verre, on va discuter, on refaisait le monde autour d'un verre, etc. À cette époque de Ministère Amer.
Et donc, moi, je pars et quand on m'appelle pour me dire « Mais attends, reconsidère ton truc et tout, reviens et tout », j'ai plus envie de revenir. Pas parce que je voulais faire un autre truc, ça veut rien dire un autre truc. Pas parce que je voulais cette chose fondamentale, conserver cet élément fondamental qui est la liberté. Et la liberté de penser, et d'agir, d'écrire, de faire ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de le faire, et voilà. Ah, donc le groupe te fermait un petit peu, c'est ça? Le groupe te fermait, bah oui, puisque... même pas volontairement, mais en tout cas idéologiquement, tout ça? Bah oui, puisque quand Mariano dit en studio t'es toujours celui qui parle et tout, les autres ils disent rien. Quand on leur dit des trucs, toi t'es toujours là, tu viens faire ton truc, ton caliméro, tatati, tatata. Et déjà là je me sens oppressé parce que je me dis il a peut-être raison. Pourquoi les autres ne parlent pas? Et peut-être que c'est vrai, c'est pas ma place. Peut-être que aussi j'ai d'autres choses à voir. Et je voulais en plus. Et à cet âge-là, tu te penses déjà comme ça? Je vais te dire une chose, Kevin. Je sais pas si c'est bien de la dire pour moi ou pas. J'ai 51 ans. Entre 19 et 51 ans, il y a très peu de choses qui ont changé en moi. Parce que, je te l'ai dit, j'ai perdu ma puberté intellectuelle quand on a eu cet épisode et puis d'autres épisodes qui seraient trop loin à développer, qui m'ont fait voir qu'il y a un moment où tu passes le cap, t'es plus gamin. Et quand t'es plus gamin, bah, tu vas le rester pendant toute ta vie. Et soit tu vas continuer de mûrir, soit tu vas stagner. Mais en tout cas, tu ne redeviendras plus enfant une fois que tu as passé ce cap-là. Et donc moi, à ce moment-là, tu me poses cette question, mais je reviens sur une chose. Quand on dit Kenzie est le manager, l'idéologue et tout, Kenzie avait mon âge. En fait, Kenzie, ce qu'il va développer, c'est ce que moi... C'est vos idées, en fait. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce qu'il va développer, c'est propre à lui et propre à eux. Mais il va développer des choses dans le process normal d'un mec de son âge et qui correspond à un mec de mon âge. Et donc moi, déjà, à cette époque-là, en gros, pour faire simple, pourquoi quand Kenzie va leader le groupe et expliquer la direction où aller et avec sa façon de penser, pourquoi là ça serait normal et moi quand je vais le faire alors qu'on a le même âge, ça serait précoce? Non, à cet âge-là, on a déjà... alors je sais qu'aujourd'hui, 19-20 ans, ça fait jeune, mais 19-20 ans, c'était l'époque où nos parents, ils faisaient leur vie déjà, ils avaient des responsabilités. C'est maintenant qu'on s'est un peu infantilisé. Maintenant, jusqu'à 25-27 ans, quelqu'un s'est toujours pas affirmé. Mais c'est maintenant qu'il y a un problème. C'est pas avant 19-20 ans, c'était l'âge où moi, l'âge où l'armée déjà m'appelait pour être mobilisé derrière le drapeau, j'étais plus un enfant. Donc 19-20 ans, je quitte le ministère amer en 91. 91, je recevais des lettres de l'armée sans arrêt. Ils me disaient viens prendre ton FAMAS. Et donc j'étais plus un enfant. Et donc voilà, on part comme ça. Donc l'histoire du ministère amer. La séparation, elle est toute simple. C'est aucun problème avec le groupe. Un problème d'ego humain avec un producteur que j'ai revu par la suite en plus. Et voilà, comme disait Mobutu Sese Seko, c'est la terre des hommes. Et c'était ça, c'était la terre des hommes. Et ça s'est arrêté là. Et je terminerai ce paragraphe en disant que moi, j'étais tranquillement chez moi, ne sachant ce que j'allais faire, quand Kenzie, avec qui j'étais en relation, et Getz, je crois, ce jour-là, sont venus chez moi un samedi matin pour me dire bah, tu peux pas rester comme ça, on va aller te présenter un gars, vois ce que tu peux faire avec lui. Parce que même si tu t'entends pas avec Mano, bon, vois ce que tu peux. Et il m'emmène à Ticaret et je rencontre Dan pour la première fois. D'accord. Donc l'histoire, il est parti avec des mecs de Paris. C'est faux, tout ça. C'est encore des gens qui ont une vision un peu trop idyllique des choses et qui fantasment. Ça a l'air comme tu racontes, ça a l'air assez fluide, en fait, assez simple même d'ailleurs. Mais c'est naturel. C'est des choses qui s'imbriquent naturellement. Voilà, ils me disent tu peux pas rester comme ça. Bon, tac, ils m'emmènent, je pars sur Paris, je rencontre Dan. Dan me dit oui, j'étais le DJ de Johnny Go, donc Johnny Go et Destrelman. Et il me dit écoute, on peut essayer de faire une chose ensemble et tout. Et puis après, moi, on commence à bosser, on n'est pas un groupe. Hein. J'ai mes textes, il aime les textes, on les travaille, il est plus âgé que moi. Il y a une relation qui se nourrit de ça parce que du coup, il m'explique des choses que lui a vécues quand il était adolescent et qui m'intéressent et qui se retrouvent dans mes textes.
qui m'intéresse, je me nourris de ça, je me dis tiens, la génération d'avant, effectivement, et là, tout se recoupe, hein, on reparle encore de cette histoire, il me parle de rockabilly, de ceci, de cela, de que quand il va aux Antilles pour la première fois, c'est là qu'il se rend compte qu'il est noir, parce que lui, il a vécu tellement, il n'est pas arrivé ni d'Afrique ni d'autre, il a tellement vécu dans ce milieu-là que finalement, il s'est jamais posé la question sur l'histoire de noir, etc. et tout. Et puis voilà. Voilà. Donc c'est une histoire toute simple, très simple. Moi, j'ai jamais eu on va dire, de grief ou de problème. Après, la séparation peut-être nette qu'on a pu voir, c'est parce que derrière, il y avait un contexte, une idéologie clanique qui était celle des bandes, des trucs, etc. Oui, je suis du 91, moi du 95, Moi, je veux dire, à l'époque, et les principaux intéressés pourront te le dire, on part un jour, alors qu'on est à Meurpossi, on part à Vitry, je rencontre Sulibi, les Little MC, et il me dit, moi j'ai envie de faire un bout de chemin avec toi. Et moi, naturellement, je dis, ok. Il me dit, tu vas devenir un Little. Je dis, mais attends. Moi, c'est déjà bien que je sois moi, déjà. Au niveau de mon identité. Moi, je fais un bout de chemin avec toi. Et quand je rentre à Sarcelles, on me dit, mais attends, qu'est-ce que tu fous avec les mecs du... Je sais plus, si c'était 91, 9-4. 9-4, ouais. Qu'est-ce que tu fous avec eux? Traître. Et là, tu subis ton propre trait, tu te dis, ah bon, c'est ça donc un traître. Donc toi, ton parcours, c'est tout le temps ça, en fait, si je comprends bien. C'est que des connexions, des rencontres et... Recherche de liberté, des droits de l'homme, libre en droit, je veux ma liberté. Et effectivement, dans le 9-4 aussi, on me dit, ah non, mais là, si tu vas dans le 9-5, t'es plus... Je dis, non, mais attendez, moi, il y a quelques années, j'ai quitté à chaudes larmes le Sénégal, donc moi, vous ne me ferez plus pleurer. Hein. Moda et Dan, revenir tu ne peux plus quand c'est partir. Débit, vie de la vie d'ici parce que C'était la partie 1, la partie 2 est disponible tout de suite sur toutes les plateformes de podcast. Baron.